Bonjour, nous sommes au Gazette Café qui nous accueille pour un nouveau Café Planète. Nous saluons les auditeurs de Nîmes et de Perpignan, avec ceux de Montpellier bien sûr. Et le thème d'aujourd'hui, notre littoral va-t-il changer de contour? Alors je vous présente les quelques invités que nous avons ce soir. Donc le professeur Alexandre Brun du laboratoire de géographie et d'aménagement à l'université Paul Valéry. C'est un urbaniste, monsieur Brun, qui est à ma gauche, M. Xavier Cousin, qui est à ma droite, chercheur INRAE et donc physiologiste, spécialiste en écotoxicologie. Il nous parlera de plastique, vous verrez, je crois que ça vous dit déjà quelque chose. Lionel Scotto d'Apollonia, directeur de la chaire UNESCO Complexité, Edgar Morin pour son nom, et sociologue et spécialiste des sciences participatives. C'est important. Et puis Thierry Roland, donc, qui est directeur général des services de la mairie de Palavas-les-Flots. Donc il nous parlera très concrètement de ce qui se passe dans sa commune. Et M. Eric Servat, qu'on connaît bien ici à Radio Aviva, directeur du Centre international UNESCO sur l'eau. Bonjour à tous. Et je vais demander tout de suite peut-être à Eric Servat, après avoir lu ce que j'ai vu sur le site de La Grande Motte, je lui demanderai une réaction. Planifier la transformation écologique du territoire contribue à améliorer la santé et la qualité de vie des habitants, tout en réduisant les inégalités, en créant des emplois et en améliorant la souveraineté du territoire. Alors à la Grande Motte, on le voit, on se prépare, on a conscience des enjeux, et je voulais justement vous poser la question, Eric Servat, où en est-on aujourd'hui sur ces fameux contours qu'on a évoqués dans le titre notre littoral va-t-il changer du contour? Où en est-on aujourd'hui? On parle déjà depuis quelque temps de la Camargue, c'est vraiment l'exemple qui revient toujours, où l'eau, bien sûr, a déjà monté. Mais si on regarde ces trois cités qui vont nous intéresser un peu plus aujourd'hui, la Grande Motte, Palavas et Sète, que diriez-vous de ce qui se passe face à elles? Un constat, en quelque sorte. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on s'attend à des modifications importantes. Oui, c'est bon. On s'attend à des modifications importantes sur les zones côtières, que ce soit en Méditerranée ou que ce soit sur l'Atlantique. On le voit, on s'attend à ce qu'il y ait une élévation, notamment du niveau de la mer, qui puisse être importante, sensible, ne serait-ce qu'à travers donc la dilatation proprement dit de l'océan, de la mer Méditerranée, mais aussi avec les fontes attendues des banquises. Donc on va avoir, et toutes les cartes de prospective le montrent, et je suis certain que vous tous ici, et également les auditeurs de Radio Aviva, ont vu ces cartes qui montrent des différences importantes par rapport aux contours que l'on connaît aujourd'hui et qui sont représentatives de ce à quoi on peut s'attendre effectivement, donc avec, dans de nombreux endroits, un littoral actuel qui va être submergé, et donc de fait un littoral qui va reculer vers l'intérieur des terres et qui va rendre inhabitable, inhospitalière un certain nombre de zones sur le territoire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc oui, il va y avoir des différences qui sont des différences importantes. Tout ça est lié au changement climatique, à l'impact du changement climatique. Ce qu'on comprend aussi, c'est que donc, ce changement climatique, il a des conséquences dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et ce n'est pas simplement une température qui augmente. Cette température qui augmente, elle modifie de nombreuses choses dans le cycle hydrologique, dans le volume de la mer, dans la fusion à la fois des banquises, des glaciers, etc. Et ce sont des volumes absolument colossaux d'eau supplémentaire et qui se traduisent évidemment de manière tout à fait directe par une élévation du niveau de la mer et donc un recul, une submersion et un recul du trait de côte, du littoral. Cette Camargue dont on parle si souvent, alors un de ces jours, on ne la verra plus. La Camargue, comme d'autres régions, va effectivement subir ces hausses
et va donc se retrouver dans une situation critique pour ce qu'il en restera. Et donc ça nécessite tout ça. Alors on peut faire ces constats. Je veux dire, ces constats aujourd'hui, on peut les faire. On les voit à travers les cartes qui circulent. On les voit à travers les projections qui sont faites par les scientifiques dans les différents modèles et les différents scénarios qui existent. Donc de deux choses l'une, où on regarde ça et puis on attend que ça se passe sans bouger, ou on anticipe. Et comme dans de nombreuses situations de crise, il faut anticiper pour être en situation de s'adapter, de gérer les changements qui sont à venir. C'est essentiel. Alors on en parlera dans la partie plus solution, plus action, en particulier avec un représentant de la mairie de Palavas. Alors je voudrais donner la parole au professeur Alexandre Brun. On a dit son titre, il est du laboratoire de géographie et d'aménagement Paul Valéry, il est urbaniste. Et justement par rapport à la conscience des gens sur ce changement de climat, sur ces contours, vous avez, vous, un contre-exemple, quelqu'un qui n'était pas vraiment conscient que les choses... Bien, alors en effet, la conscience du risque, elle est toute relative, puisque finalement la culture du risque s'entretient. Et il se trouve que les populations qui sont présentes aujourd'hui sur la côte du golfe du Lion, sur le littoral d'Occitanie, ces populations, c'est pour partie des populations nouvelles. Quand on étudie la trajectoire des ménages, on se rend compte en effet que ceux qui s'installent aujourd'hui s'installent, ils viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'immense majorité d'entre eux sont des personnes âgées. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la question qui se pose aujourd'hui du vieillissement des stations balnéaires, se pose la question du vieillissement de ceux qui les habitent. Mais peut-être quelques éléments de cadrage. D'abord, qu'entend-on par littoral ? Le littoral désigne l'interface terre-mer. Il se trouve que ce littoral, il a une singularité pour la côte du golfe du Lion. Sa première singularité, c'est son dynamisme. Il est très évolutif. Si on regarde 20 000 ans en arrière, le littoral, il était très loin du côté de la mer. Si on regarde à 7 ou 8 000 ans en arrière, le littoral, il était plutôt sur l'arc actuel rétro-littoral. Donc ça veut dire que ce littoral, il est très évolutif. La deuxième caractéristique, sans doute la plus importante, c'est que le fait que sur les 220 km de côte de golfe du Lion, qui s'étend grosso modo de la Camargue à la frontière espagnole, 180 km de côte sont sableuses et de très faible altitude. Et naturellement, les pics et les caps sont à l'écart du risque, à l'écart de l'aléa. En revanche, les zones qui sont basses et sableuses sont très exposées aux aléas. À l'aléa érosion, l'aléa submersion marine, que précipite, qu'accentue les effets du réchauffement climatique. Mais attention, le point clé, c'est que ce n'est pas seulement le réchauffement climatique qui crée le problème. Parce qu'au fond, s'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire des hommes et des activités sur le littoral, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est le croisement de l'enjeu et de l'aléa. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à l'occasion de la construction des premières stations balnéaires au XIXe siècle, et surtout à l'occasion de la mission Racine, entre 1963 et 1983, et puis surtout ce qui a été fait dans le sillage de la mission Racine, c'est-à-dire la stratégie de rattrapage des communes littorales qui avaient besoin de développer les loisirs, le tourisme de masse, etc. Tout ça, ça s'est traduit par la localisation d'enjeux dans des zones où l'aléa est aujourd'hui fort ou très fort. Donc, on est dans une véritable situation de choix politique, de stratégie. La doctrine de l'État, c'est, en caricaturant beaucoup, le recul. Finalement, c'est assez logique. Il y a un recul du trait de côte, un risque de submersion marine. Donc, la stratégie, c'est de dire on recule. Mais l'État, des décennies durant, dans le cadre d'une politique qui était planificatrice et descendante, a précisément demandé l'inverse. Et il a agi en tant qu'opérateur pour construire l'inverse, c'est-à-dire construire sur le lido, qui est la partie de sable qui sépare les étangs de la mer. Et c'est précisément le lido qui est d'une très grande fragilité et d'une très grande évolutivité. En d'autres termes, on s'est mis là tout seul comme des grands. Et donc, c'est l'aménagement irrationnel de l'espace géographique, autant que les réchauffements climatiques, qui posent aujourd'hui la question de l'avenir du littoral. La cité de la Grande Motte a, sur ce plan, beaucoup de choses à nous dire. C'est ce que vous disiez en préparant un peu cette émission.
Oui, la cité de la Grande Motte, elle est intéressante parce que finalement, c'est un formidable laboratoire d'architecture et d'urbanisme. Jean Balladur a été l'architecte en chef de cette station balnéaire sous la direction de Pierre Racine. Et finalement, la Grande Motte, c'est un peu le contre-exemple, puisque la Grande Motte, elle a amputé une partie du territoire de Moguio. C'est une commune nouvelle, une ville nouvelle, créée de toutes pièces par la volonté de l'État, sur 4 mètres de remblai. Donc finalement, c'est une ville nouvelle qui est assez, comment dirais-je, protégée, relativement protégée, alors que des communes plus anciennes, elles, ont peut-être été moins aidées, moins coordonnées, ont eu moins de facilité de l'État et ont cherché finalement, dans le sillage de la mission Racine, à bénéficier finalement des retombées du tourisme de masse. C'est le cas de Palavas-les-Flots, par exemple. Monsieur Thierry Roland nous en dira un mot tout à l'heure. Je termine juste avec la situation de nos bordures. Et il y a toute une terminologie quand on parle de l'eau et des changements de contour. On a parlé déjà plusieurs fois du trait de côte. Vous pourriez nous en dire un petit mot, Lionel Scotto d'Apollonia, ce trait de côte, vous qui êtes directeur de la chaire UNESCO, Complexité, Edgar Morin. Ce trait de côte, dont d'ailleurs certains n'ont pas conscience. On a vu, je crois, dans une enquête, c'est vous qui me le disiez en préparant, que... Tout à fait, oui. Alors merci pour l'invitation. Merci de traiter un sujet qui n'est pas à l'agenda médiatique, heureusement. Vous voyez, on n'a pas subi de catastrophe dernièrement qui fait que tout d'un coup, on est dans l'urgence. Donc merci de pouvoir prendre le temps de discuter de ce sujet. Voilà, calmement. Donc effectivement, ce trait de côte, une anecdote. Alors c'était en 2018, on en discutait avec monsieur Thierry Roland, on essaie de se rappeler. Donc ça fait déjà 6 ans. Et là, on sera dans la deuxième partie sur des échelles de temps bien supérieures, parce que là, on appartient déjà au passé et on travaille vraiment pour l'avenir. Et donc, en 2018, dans le cadre d'un projet de recherche qui était financé par l'ADEME sur un dispositif exploratoire, comment construire ce qu'on appelle les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux et impliquer les citoyens, avec la fameuse déclinaison de la démocratie participative. Oui. Donc, on a fait un événement à Palavas-les-Flots. Une jauge exceptionnelle, 1300 personnes sont venues dans notre événement de rue. Donc, pas mal. Donc il y avait du street art, des marionnettes, Perlada, on peut en parler. Et donc on interroge les gens spontanément dans la rue avec des outils participatifs. Le trait de côte n'est ressorti aucune fois. Alors bien sûr, en tant que scientifique, c'est une singularité. On ne peut pas en tirer une généralité. On ne peut pas se dire, bon, ça n'intéresse pas les gens. Mais il y a 6 ans de cela, en décembre, donc 2018, la problématique de l'élévation du trait de côte marin n'était pas ce que l'on appelle une préoccupation sociale, en tout cas des personnes que l'on a rencontrées. Voilà l'anecdote. D'accord. Donc je rappelle, vous êtes sociologue, un spécialiste des sciences participatives, c'est important pour vous. Tout à fait, parce que dans le mot sciences participatives, on peut dire même recherche, action participative, ça va peut-être être l'occasion justement du passage à l'action. Donc on greffe une loupe analytique de recherche en essayant d'être émancipateur sur l'action, c'est-à-dire comment s'adapter, en l'occurrence, à cette élévation du trait de côte marin, mais aussi à tous les aléas que l'on peut avoir indépendamment de l'élévation du trait de côte, et qui participe autour de la table dans la construction de l'action publique. Et là, peut-être M. Thierry Roland pourra nous parler plus précisément de comment, à l'échelle d'une commune, on peut projeter des éléments d'adaptation au changement climatique. Suite à ce que disait Eric Servat, le directeur du Centre international UNESCO sur l'eau, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur la conscience qu'ont des gens de... Le constat est là. Donc, alors la science est encore plein d'incertitudes, mais c'est pas la question. L'état de fait, c'est que le forçage anthropique, c'est-à-dire les activités humaines à l'échelle du siècle, bien sûr, parce qu'il y a 20 000 ans, il y a 15 000 ans, c'est pas la même chose. Il y a 20 millions d'années, c'était pas non plus la même chose. Mais à l'échelle du siècle, le constat du forçage anthropique, c'est-à-dire des activités, de l'influence des activités humaines sur le réchauffement climatique, le consensus est là. Dès lors, il faut s'adapter. C'est-à-dire maintenant, alors il y a les auditeurs, on ne voit pas, mais on se retrousse les manches. Et comment on se retrousse les manches ? Forçage anthropique, donc c'est tout ce qui a rapport à l'homme. C'est-à-dire anthropique, c'est l'homme, l'anthropos. C'est-à-dire le forçage anthropique, c'est l'ensemble des activités humaines qui rejettent notamment des gaz à effet de serre. Alors on a évoqué plusieurs fois déjà Palavas et les autres cités, la Grande Motte, Sète, etc. On pourrait dire Frontignan aussi.
Avant de passer aux propositions, aux actions, comment réagissez-vous par rapport à ce que viennent de dire les chercheurs qui vous entourent? Bien, écoutez, bonsoir. D'abord, c'est un exemple, puisqu'on ne peut pas tirer de généralité à partir d'un exemple. Tous les universitaires, les scientifiques savent ça. D'abord, on ne remet pas en cause à aucun moment le rapport du GIEC, l'élévation des niveaux de l'eau, de la mer. Ce sont des données scientifiquement établies. Il n'y a pas d'autre constat que celui-là. Sur l'exemple particulier de Palavas-et-Flo, on estime, alors ce sont des estimations statistiques, une statistique ça veut dire ce que ça veut dire, entre à minima une élévation de 50 cm à l'horizon 2100, au maximum à 75 cm à l'horizon 2100, donc ce n'est pas non plus des plusieurs mètres, c'est relativement limité dans un point de vue. Mais cette limite a des conséquences sur les personnes et l'activité qui s'y déroule. Pour résumer la situation, pour faire un peu de vulgarisation, Palavas-et-Flo, c'est 2,4 km². C'est grosso modo 6 km de long sur 400 mètres de large. Donc c'est une bande, d'un côté la mer, de l'autre côté les étangs. C'est fragile. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, la ville s'est engagée dans une démarche qui vise à préserver l'environnement des habitants, de son activité économique, puisque la ville s'appelle Palavas-et-Flo depuis 1928, et cette année 2024, c'est le centenaire du classement de la station de tourisme. Sur les 6000 stations de tourisme de 2009, il n'y a aujourd'hui que 475 communes qui sont aujourd'hui classées, parce que au niveau ministériel, en activité de tourisme. Ce qui veut dire que derrière, il y a des conséquences humaines, économiques, sociales et environnementales. Et c'est tout l'intérêt de bien poser le diagnostic. J'expliquerai peut-être tout à l'heure les éléments. Dans la partie action. Mais on ne peut pas tirer un exemple général à partir d'un exemple particulier. Je voulais aussi présenter Xavier Cousin, qui est chercheur, qui est physiologiste. Et ce qui intrigue aussi beaucoup les habitants, c'est la pollution. Alors, vous êtes spécialiste des plastiques. Alors, on a vu souvent, le grand public connaît l'océan de plastique dont on parle souvent. Est-ce qu'il nous menace déjà, ou est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette partie un peu plus précise? Vous qui travaillez donc à l'INRAE, je rappelle. Merci pour l'introduction, et puis merci de m'avoir invité à participer à cette émission-là. Avant de parler d'océan plastique, qui est un terme, de continent plastique, qui est un terme qui n'a pas grand sens en réalité, je voulais revenir sur ce que vous avez dit au tout début, en fait, sur l'influence que l'aménagement et tout ça peut avoir sur la santé humaine. En fait, finalement, la pollution, dans un sens, revient a les mêmes effets, les mêmes contributions sur la santé de l'environnement, dans un premier temps, et puis la santé humaine, parce qu'en fait, on vit dans le même environnement, et donc on est potentiellement exposé aux mêmes pollutions. Et puis ensuite, effectivement, je ne suis pas spécialiste de toutes les pollutions, parce que ça n'a pas de sens de dire ça, mais je peux un peu plus élaborer sur la partie pollution plastique, et finalement dire que avant de parler des effets que ça peut avoir sur la biodiversité et la santé de l'environnement que j'ai déjà évoqué, finalement, parce que la très grande majorité des plastiques sont produits à partir de pétrole, la production de plastique contribue finalement à toutes les crises qui ont été évoquées jusqu'à présent, par l'émission de gaz à effet de serre, et puis simplement par... oui, c'est un petit peu... Merci. Voilà, donc émission à partir de l'extraction de la matière première, à partir de l'extraction du pétrole, il y a il y a pollution dans l'environnement. Et puis ensuite, tout au cours du cycle de vie du plastique, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que c'est très très loin d'être un cycle, mais on pourra en parler peut-être un petit peu plus tard. Et si vous voulez qu'on revienne aux aspects impact sur l'environnement, les éléments qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on produit actuellement dans le monde à peu près 400 millions de tonnes de plastique chaque année, et que sur ces 400 millions, il y en a environ 4%, il y en a environ 40% qui finissent dans l'environnement, et il y en a environ 4% qui finissent directement dans les océans. Donc ça fait un tonnage déjà relativement important. Voilà. Alors évidemment, c'est dans l'environnement au niveau global.
que ces plastiques-là, c'est une de leurs caractéristiques, c'est une de leurs qualités dans un sens, c'est qu'ils sont extrêmement persistants dans le temps, mais qui se fragmentent néanmoins, mais que ces fragments persistent. Et finalement, tous les animaux, tous les organismes chez lesquels on a évalué la capacité d'ingestion, en fait, on a pu montrer que tous les animaux mangeaient des plastiques, et donc sont potentiellement... Les poissons, hein, par exemple. Les poissons, mais tous les organismes, les mollusques, le plancton. En fait, à partir du moment où un animal mange quelque chose, il est capable d'ingérer du plastique. Évidemment, des morceaux de plastique adaptés d'une certaine façon à sa propre taille, à la taille de ses proies. Voilà. Et donc, cette exposition-là, elle n'est pas très abondante dans le sens où il n'y a pas des tonnes de plastique dans l'environnement, il n'y a pas des milliers de particules par mètre cube d'eau, mais par contre, il y a une exposition qui est constante. Et donc, tout au cours de leur vie, les animaux sont exposés au plastique. Et les humains, eux, sont exposés par la nourriture et par l'air qu'on respire. Et on observe le même type d'effet sur la physiologie, puisque c'est ma spécialité. Question un peu anecdotique. Dans votre métier, vous partez sur l'eau, vous allez au large de Palavas ou pas? Alors non. Vous avez un siège là, vous travaillez. Comme votre voisin de gauche le disait tout à l'heure, sa formation, c'est la science expérimentale. Moi, je travaille en laboratoire, je fais des expositions en laboratoire. je ne travaille pas que sur ordinateur, comme vous le montrez, mais je fais des expériences. Mais je ne suis pas impliqué personnellement dans des programmes de monitoring, mais bon, je connais plein de collègues qui font ça. Et effectivement, il y a des programmes de ce qu'on appelle monitoring, donc de suivi pour quantifier les plastiques qu'on trouve dans l'environnement et essayer de retracer leur origine de façon à trouver des solutions. On évoquera peut-être ça tout à l'heure. Eric Servat, j'aimerais que vous reveniez un petit peu après avoir entendu vos collègues chercheurs, hein, vous qui êtes spécialiste de l'eau. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que ça parle pour vous, comme on dit? Ça parle, bien sûr que ça parle, dans la mesure où c'est un sujet qui est un sujet clairement identifié. C'est un sujet sur lequel les scientifiques aujourd'hui travaillent. Vous savez, la démarche scientifique, c'est d'observer, d'analyser, de comprendre, et à partir de là, d'être capable finalement de bâtir des modèles, des scénarios pour être en situation, ce que je disais tout à l'heure, d'anticiper, de donner des éléments qui permettent d'anticiper et de s'adapter. On est dans un monde qui change à tous les niveaux, et donc l'essentiel, au-delà, je dirais, d'une espèce de tâche de fond indiscutable, incontournable, qui consiste à travailler dans un cadre de transition pour décarboner nos activités. Ça, c'est la base absolue. C'est même pas discutable. Voilà. Mais à partir de là, il faut être capable de s'adapter parce que le monde change, le climat change, l'impact de ces changements est important à tous les niveaux. Donc on a besoin de ce travail-là. Et ce que disaient à la fois Alexandre et Lionel est important, et c'est aussi ce que vous disiez. C'est finalement, il n'y a pas, M. Cousin et mon collègue de l'INRAE, ce qui est important là-dedans, c'est de bien comprendre que le moment est dépassé de l'époque où on pouvait se contenter finalement de regarder les choses à travers un seul prisme, d'accord, à travers sa propre spécialité. Aujourd'hui, sur des sujets comme cela, on sent bien la dimension de l'aménagement, on sent bien la dimension de l'urbanisme, on sent bien la dimension sociétale, on sent bien la dimension de la gouvernance, de la prise de décision, on sent les problèmes de pollution qui sont adjoints à tout ça. Et donc, je crois que ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que les situations de ce type-là sont des situations tellement complexes qu'elles ne sauraient être abordées autrement qu'à travers la mise en œuvre et le rassemblement de compétences qui sont totalement... qui pourraient sembler être disjointes les unes des autres et dont le rassemblement, l'interconnexion permettra d'élaborer les solutions dont on a besoin aujourd'hui. Ça, c'est absolument essentiel. Vous êtes en train de décrire un petit peu notre plateau, là, hein, toutes ces diversités. Des gens qui sont très éloignés, vous me disiez, en préparant. Mais en fait, c'est la réalité d'aujourd'hui. Si vous demandez à mes collègues chercheurs aujourd'hui, ils vous expliqueront qu'on a besoin d'aller chercher des compétences au-delà de ce qu'on est soi-même. Ouais. Sans ça, on rate une partie de la cible de manière systématique. Alors, vous allez
déjà répondu à la prochaine question que je voulais vous soumettre. Comment les cités maritimes se préparent au changement climatique? Alors, j'ai donné la parole à nouveau à M. Thierry Roland de la mairie de Palavas pour qu'il nous donne maintenant un petit peu ses projets, son programme, ses actions. Alors, en sachant que les chercheurs nous aident beaucoup là-dessus, hein, donc ils pourront nous dire un mot dans la foulée. bien évidemment, la politique de la commune de Palavas est définie par son conseil municipal, qui sont des membres élus. Moi, je suis un agent de la fonction publique, donc je vais rester sur des éléments qui ne relèvent pas de la politique, mais de la stratégie et sur du descriptif. Notre collègue nous a indiqué tout à l'heure parler de gouvernance, effectivement. La différence entre gouvernement et gouvernance, c'est que d'une part, on passe d'une définition du gouvernement de façon très verticale, avec une application réglementaire. La gouvernance, c'est une contractualisation des politiques publiques, c'est plutôt transversal. Et ça fait bon nombre d'années que nous travaillons sur ce sujet, notamment avec Frédéric Bossard, qui a fait sa thèse sur du gouvernement à la gouvernance urbaine. Il est nécessaire, pour aborder un sujet complexe, et pas compliqué, complexe, qu'il y ait une pluridisciplinarité et la prise en considération d'objectifs et d'enjeux qui sont multiples. Ça ne se résout pas d'un coup de baguette magique, si je peux résumer les choses ainsi. Ce que nous avons fait, c'est... Deux, trois exemples, si vous avez voilà, concrets. Donc, en 2019, le conseil municipal de Palavas et Flo décide de lancer le programme Palavas Horizon 2050. Horizon, pourquoi ? Parce que l'horizon donne une perspective. C'est-à-dire qu'on quitte un monde en 2 dimensions pour passer à un monde en 3 dimensions, voire plus. Et donc, ça ouvre vers une autre orientation. Donc, nous sommes 2 ans et demi avant la loi climat et résilience, quand même. Hein. Donc, ensuite, nous avons contractualisé en 2020 avec le CNRS, l'Université de Montpellier et la ville, justement pour avoir une base d'études scientifiques indépendante. La ville n'a pas financé cette étude, donc les universitaires le savent, hein, ils ont bien raison d'avoir cette indépendance d'esprit et une liberté de parole qui est importante. Et nous avons placé 6 caméras de très haute résolution sur le littoral, hein, donc sur les 6 km, donc pour mesurer très précisément les effets de la courantologie et documenter. Nous n'avons pas créé des études particulières, mais on pourra revenir tout ça tout à l'heure. Alors, Lionel Scotto d'Apollonia, donc vous qui êtes le spécialiste des sciences participatives, au moment où notre collègue de Palavas, le DGS, nous annonce ces plans, qu'est-ce que vous auriez peut-être à nous dire, à lui dire ? Alors, je le remercie, et d'ailleurs, on est en plein dans la complexité. Ouais. Et en matière de recherche, c'est un sacré défi. On y reviendra peut-être après, ce que ça implique pour nous, chercheurs, de travailler avec un objet complexe et de le problématiser en tant que tel. Et effectivement, ces problèmes de gouvernance sont particulièrement complexes. Et vous avez eu, comment dirais-je, la prudence de ne pas nommer tous les acronymes qu'il y a par rapport à ce que le législateur doit... Voilà, les PPRI, les PPA, les PCAET, etc. On est noyé. On est noyé. Bon. On est noyé très rapidement. Donc comment faire dans ces enjeux environnementaux, où il faut s'adapter, et en même temps de gouvernance. Or, d'un point de vue démocratique, il y a 2 éléments. Il y a la démocratie délibérative que l'on connaît, c'est-à-dire on prend une décision, elle vient d'en haut, ou elle vient, en tout cas, elle est faite par celui qui est porteur du pouvoir, où on essaye d'intégrer un peu plus le citoyen dans la décision. Et là, ça pose des questions, des problèmes, parce que le sujet il est complexe. Pourquoi ? Parce que tous les acteurs n'ont pas forcément, et mon point de vue, tous les acteurs n'ont pas forcément, les mêmes intérêts. Tous les acteurs n'ont pas forcément le même niveau de conscientisation de la façon dont le problème doit être posé. Ouais. Voilà. Donc, on se retrouve non seulement dans la complexité de devoir être interdisciplinaire, c'est-à-dire tout un ensemble de spécialistes, mais en plus dans la complexité de ce qui est notre terreau, la matérialité du social, du politique, au sens noble du terme. Et donc là, il s'agit, dans le cadre en tout cas du programme de la chaire UNESCO Complexité de Garmorin, d'être dans un schéma émancipateur,
c'est-à-dire proprement d'accompagnement et de construction de l'action publique, en essayant de mettre des éléments, attention, on n'a pas de baguette magique, hein, des éléments de démocratie participative pour impliquer un maximum d'acteurs et pas uniquement les citoyens, l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il y a tous les décisionnaires, ceux qui Tout le ont monde doit être là, quoi. Voilà, tous ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui sont impactés aussi. Oui. Voilà, parce que voilà. Et donc là, c'est véritablement, comment dirais-je, un changement d'orientation de ce que propose la recherche, avec tout le défi que ça représente. Comment réagit l'urbaniste professeur Alexandre Brun à ce qu'on vient de dire, à ce que vient de dire le représentant d'une commune, hein? Quel est votre point de vue, vous qui êtes au laboratoire de géographie et d'aménagement? Mon point de vue, c'est que les collectivités et les communes sont loin d'avoir été exemplaires par le passé. Il faut le dire, oui, il faut le dire. Pourquoi ne le dirais-je pas? Il est évident que construire des dizaines de milliers de maisons individuelles, construire du logement collectif sur un lit d'eau dont on savait déjà à l'époque, il y a de ça 20, 30 ou 40 ans, que ce lit d'eau, il était fragile, il était évolutif. De mon point de vue, c'est une faute politique. Et il y a bien responsabilité. Responsabilité des collectivités locales et responsabilité de l'État qui, à l'époque, était instructeur. Donc, il y a eu responsabilité, il y a eu faute. C'est évident. Il y a aussi le fait, pendant des années, de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sable, c'est le cas de le dire. Oui, absolument. Oui. Il y a du sable, Et finalement, de prolonger par inertie un certain nombre d'activités, par exemple d'immenses campings, par exemple la reconstruction de casinos, ou ce genre de choses, dans des endroits qui étaient tout à fait inopportuns. Mais je me mets un instant à la place d'un maire. La doctrine de l'État aujourd'hui, c'est de reculer. Mais pour reculer où? On va reculer chez le voisin? On va reculer les habitants de Palavas-les-Flots, on va les mettre chez Meunier à Latte, ou on va les mettre à Pérols? C'est complètement irrationnel. C'est aussi irrationnel que la politique d'aménagement que je viens de décrire et qui était pleine d'erreurs. Il faut tirer les enseignements. Autre chose, on a cru pendant des décennies pouvoir domestiquer la nature. Dans une approche néo-saint-simonienne de l'aménagement du territoire, on a pensé que grâce au progrès technique, on allait s'affranchir de l'aléa. Et je crois que désormais, on est mûr aussi bien du côté des territoires que du côté de l'État, et du côté peut-être, je l'espère, et là il y a un gros travail de participation des citoyens, pour prendre conscience, évidemment, qu'il faut faire avec la nature et ne pas chercher à faire contre elle. Au sujet des citoyens, un mot important, de mon point de vue, les citoyens ne sont pas des experts. Je n'ai pas fait 10 ans d'études sur un sujet pour que le premier kéké dans une salle municipale m'explique ce que je dois faire. Ça, c'est inacceptable de mon point de vue. En revanche, mon taf, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui sont dans la salle comprennent ce que je dis, qu'on en débatte, et que, in fine, les gens pour qui je vote, c'est-à-dire la démocratie représentative, puissent avoir le dernier mot. Oui, juste un petit éclairage de l'approche saint-simonienne, si vous pouvez me redire. L'idée, c'est que finalement, on a le ciel qui nous aide à produire de l'innovation et du progrès, et que grâce au progrès, on vivra tous mieux. Un peu idéaliste, en quelque sorte. Éric Servat, vous avez deux casquettes. La casquette eau, on l'a bien vu tout à l'heure, et environnement. Eau et environnement. Donc, est-ce que pour notre environnement, tout ce que nous a dit déjà tout à l'heure Thierry Roland et tout ce que viennent de dire vos collègues, il y a du boulot là aussi pour protéger cet environnement, pour l'améliorer? Oui, il y a du boulot. Alors, j'apporterai, parce que ça me chatouille un peu, un petit bémol à ce qu'a dit Alexandre, dans la mesure où, certes, le progrès ne fera pas tout, la technologie ne fera pas tout, mais on aura du mal à s'en passer quand même. Donc je pense qu'il faut... Absolument. Donc ce qui me semble important, c'est d'avoir présent à l'esprit le fait qu'il n'y a pas de solution simple,
Vous disiez tout à l'heure que les problèmes sont complexes, sans parler de problèmes compliqués. Ils sont complexes et je suis d'accord avec vous. C'est la complexité. Et moi, j'ai rarement vu des problèmes à haute complexité avec des solutions simples. Donc effectivement, les choses sont difficiles à mettre en œuvre. Mais je voudrais quand même qu'on perde... Alors c'est peut-être le scientifique, le physicien à la base qui parle là finalement au très fond de moi-même. Mais juste pour citer, tu as cité Saint-Simon, je vais citer Alain Aspect, qui est un de nos derniers prix Nobel de physique, donc un grand scientifique, et qui disait on ne sauvera pas la planète contre la science, mais avec la science. Voilà, donc je pense que ça n'empêche pas effectivement de changer notre attitude, de changer de culture par rapport à un certain nombre de choses, mais on a aussi besoin du progrès et de la technologie. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Après, effectivement, sur les problématiques d'environnement, oui, et notamment à travers les plastiques, on comprend bien qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se passer. On a eu des rapports récents sur des niveaux de biodiversité. On a vu effectivement pas mal de choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Et donc ça veut dire qu'il y a... encore une fois, alors je vais pas dire cette fois-ci qu'il faut anticiper, mais je vais dire qu'il faut travailler en amont. C'est un peu la même chose, mais c'est pas tout à fait pareil. Travailler en amont, c'est notamment travailler en amont sur des systèmes de production qui doivent être améliorés de façon à être moins polluants. Vous savez, moi je suis un spécialiste initialement plutôt de l'eau douce. Je suis hydrologue de formation. Et ce dont on se rend compte, parce que finalement aujourd'hui on est capable de détecter à la fois des plastiques, des microplastiques, et on détecte aussi aujourd'hui des nouvelles molécules qu'on ne détectait pas auparavant. Tout le monde connaît aujourd'hui la question des PFAS. C'est quelque chose qu'on a entendu, on a vu, etc. Et ce qu'on connaît moins, c'est que ces molécules sont capables de se recombiner entre elles à travers ce qu'on appelle des métabolites et créer. Voilà. Et il faut travailler là-dessus, il faut sans cesse. Mais la meilleure des solutions, finalement, c'est peut-être d'essayer d'être capable de mettre au point en amont des process dont les résultats seraient moins polluants et moins producteurs de ces éléments nocifs en matière d'environnement. Xavier Cousin, vous qui êtes physiobiologiste, on vient de parler des plastiques. Pour aller dans le même sens, qu'est-ce que vous diriez là, sur cette question ? Mais je suis à la fois ravi et un petit peu moins ravi, dans le sens où, en l'occurrence, pour ce qui est de traiter la solution des plastiques, là, il y a pas... On peut effectivement travailler sur la simplification, parce qu'actuellement, il y a des dizaines de polymères différents, il y a plusieurs dizaines de milliers de produits chimiques qui sont inclus dans les plastiques. Donc là, on voit bien qu'on est face à un pic énorme. On ne peut pas traiter tous ces plastiques, on ne peut pas vérifier plutôt tous ces produits chimiques, vérifier leur abondance, etc. Donc il y a nécessité d'avoir une simplification. Donc effectivement, en travaillant sur l'amont, il y a moyen d'améliorer un petit peu la problématique plastique. Néanmoins, les solutions techniques et technologiques ne permettront pas à elles seules de régler ce problème. Et en particulier, ce sont des solutions qui paraissent pour les politiques très avantageuses parce que ce sont celles, comme je disais avant l'émission, qui demandent finalement peut-être le moins d'efforts à tout le monde, qui donc ont un coût politique relativement réduit. Le recyclage chimique, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Le recyclage... en utilisant des enzymes ou des biotechnologies, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui fonctionne très bien en laboratoire, mais qui n'est, je vous parlais tout à l'heure, de millions de tonnes. On est face à des quantités qui sont tellement importantes que finalement ces solutions-là ne sont pas adaptées pour régler la question de la pollution plastique. Mais en fait, il y a quand même des moyens d'agir en travaillant en amont de façon à réduire effectivement la production plastique, en produisant des plastiques contenant moins de produits chimiques. Il y a moyen. Et puis aussi, je suis d'ailleurs ravi de voir qu'on a tous des verres en verre et des carafes en verre là-bas. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est le début des efforts de chacun qui peuvent contribuer finalement. Parce qu'on considère qu'il y a à peu près 50% des plastiques qui sont utilisés dans le monde dont on peut se passer relativement facilement. Donc on peut réduire très très significativement
la production, la pollution. Voilà. C'est comme ce qu'on fait pour les cigarettes sur les plages de Palavas. Vous le mettez bien en avant pour la propreté des plages. Oui, Une effectivement. réaction au-delà de l'anecdote sur ce que viennent de dire Oui, pour les cigarettes, vos collègues effectivement, avec 5 millions de visiteurs par an sur un territoire qui fait 2,4 km², comme je vous l'indiquais tout à l'heure, 1,3 million de nuitées et 3,7 millions d'excursionnistes, c'est-à-dire des personnes qui viennent à la journée. Effectivement, si une personne sur 100 jette un carton de pizza par terre, vous avez à la fin de l'année 5 fois la Tour Eiffel, quoi. Donc ça vous donne une dimension lisible. Ça parle, hein. C'est d'abord une question d'éducation. Le plastique, la préoccupation des risques, l'acculturation. C'est pour ça que la démarche scientifique, elle est nécessaire, et la vulgarisation de la démarche est tout aussi nécessaire. C'est pas du tout évident à le faire, mais on pourra y venir ultérieurement si vous le souhaitez. On arrive au terme de notre émission. J'aimerais que chacun d'entre vous peut-être nous fasse, je ne sais pas si c'est un vœu, si c'est un souhait, si au contraire c'est une prévention, faites attention à ceci, à cela. Je vais redonner la parole à professeur Alexandre Brun. Qu'est-ce que vous diriez juste en conclusion? Moi, je voudrais qu'on ait... C'est bon? Moi, je voudrais qu'on ait toujours du bonheur quand on est sur le littoral. Et je suis convaincu, comme Éric Servat, je me suis peut-être mal exprimé, mais qu'il ne faut évidemment pas opposer progrès technique et utilisation opportune de la nature. Je veux juste dire que la nature fait son boulot et qu'il faut peut-être davantage l'écouter dans les années qui viennent. On fera à la fois des économies d'argent public, et ça me paraît très tendance en ce moment, et évidemment, on pourra aussi faire en sorte d'offrir des paysages qui ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, des paysages renouvelés, à condition que les territoires, l'État, peut-être avec l'aide de la Caisse des dépôts, imagine une nouvelle forme de mission Racine, c'est-à-dire qu'on reparte pour un très grand chantier, mais un chantier dont la nature, la localisation, l'ampleur sera différent. Et puis, si on avait un grand chantier sur le littoral, ce serait bien aussi parce que ça permettrait de donner de l'emploi à beaucoup de gens qui n'en ont pas. On n'a pas dit que ce territoire est un territoire pauvre. Vous avez parlé d'emploi et vous avez parlé de bonheur. Merci. Xavier Cousin, un mot en conclusion? Oui, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, on estime, je reste sur mes histoires de plastique, on estime qu'aux États-Unis, le coût des produits, le coût sur la santé et le système de santé lié aux produits chimiques présents dans les plastiques, c'est 250 milliards de dollars. Le coût que représentent les conséquences pour la santé humaine de la présence de plastique et de tous les produits chimiques associés. Donc, dans un sens, si on veut faire des économies, il faut protéger l'environnement. Très bien. À vous, Thierry Roland. Bien, écoutez, nous avons devant nous 15 ans pour temporiser, c'est-à-dire pour limiter ou endiguer les effets, 30 ans pour maîtriser la situation et 90 ans pour évoluer. C'est le temps long, c'est celui d'un environnement territorial un peu complexe. On parle de millefeuille de la décentralisation, millefeuille institutionnel, et nous avons cette contrainte budgétaire. Donc maintenant, c'est à nous, agents publics, scientifiques et bureaux d'études, d'apporter les meilleures solutions possibles aux politiques pour qu'eux prennent une décision, parce qu'ils agissent au nom des citoyens. Et je pense que ce sont les citoyens qui sont au cœur de l'action publique. Et à Palavas, c'est le cas. Les citoyens vous parlent, viennent vous voir. Ils viennent surtout voir le maire, qui effectivement m'en fait part très rapidement derrière. Et nous sommes bien sûr, comme toutes les communes du littoral, préoccupés par cette problématique de fond. Éric Servat, un dernier mot de votre part? Écoutez, je crois que finalement, ce type de problème, donc, ce type de sujets, qui sont des sujets complexes, souligne d'abord, je reste un scientifique, donc souligne le besoin d'analyser pour comprendre. Ça, c'est vraiment essentiel. Et après, comme dans beaucoup d'autres domaines, et en particulier donc dans ce qui est à la base mon propre domaine, c'est-à-dire plutôt l'eau douce, les problématiques de ressources en eau, etc.,
je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir des approches qui soient pluri- et interdisciplinaires. Je crois que ça, c'est essentiel. Et je crois aussi qu'il est absolument essentiel, mais je pense que Lionel insistera là-dessus, d'associer finalement les citoyens à la réflexion. Par contre, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je connais trop d'exemples dans lesquels finalement il n'y a pas eu, où il y a eu des décisions de prise, mais jamais mises en application. Ça décrédibilise la parole publique. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut éviter sur des sujets qui sont des sujets complexes, mais qui sont des sujets tellement importants pour l'avenir à tous les niveaux, qu'il faut véritablement que chacun soit dans son rôle et qu'on associe les citoyens. D'abord parce que si on associe les citoyens à une prise de décision, on leur montre aussi qu'il y a des solutions par rapport aux problèmes qu'ils connaissent. Et ça, c'est essentiel. Vous ne ferez pas adhérer les gens à des changements qui sont des changements importants si à un moment donné, vous ne les prenez pas par la main pour leur montrer qu'il y a des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc Eric Servat semblait savoir un petit peu, prédire ce que vous avez conclure aujourd'hui, Lionel Scotto d'Apollonia. Je rappelle que vous êtes sociologue et travaillez quand même beaucoup en transverse, comme on dit. Tout à fait. Alors, prendre un enfant par la main ou un citoyen par la main, je pense que le citoyen, il est grand, il est suffisamment... Voilà. Alors, peut-être le mot, c'est le défi de la complexité. Justement, je pense que l'émission a mis au jour, justement, la nécessité, l'impérieuse nécessité de penser cette complexité, cette interdisciplinarité et relever le défi de la complexité. C'est-à-dire relever pleinement pour se mettre tous autour de la table avec toutes les difficultés que ça peut poser, tous les points de tension et de crispation aussi que ça peut poser, et prendre le social, c'est-à-dire l'habitabilité de la Terre telle qu'elle est, c'est-à-dire non seulement par rapport à ces enjeux environnementaux, mais aussi par rapport à façonner le lien qui nous lie. Et en ce moment, je pense qu'on a besoin de recréer du lien. Merci. Diversité, complexité, ce sont les deux mots que nous garderons aujourd'hui, avec le mot bonheur quand même, qui nous fait bien plaisir, parce qu'il y a des problèmes, mais on peut essayer de les affronter aussi avec bonheur. Voilà, maintenant c'est à vous. Quelques minutes nous restent pour que vous posiez des questions à nos chercheurs. Donc je rappelle Alexandre Brun du laboratoire de géographie et d'aménagement Montpellier, Paul Valéry, il est il est urbaniste. Xavier Cousin, chercheur INRAE, spécialiste en écotoxicologie, c'est un mot complexe, mais ça dit bien ce qu'il fait. Lionel Scotto d'Apollonia, donc sociologue et spécialiste des sciences participatives, et Eric Servat, directeur du Centre international UNESCO sur l'eau. Voilà. Merci, messieurs. Merci. Et donc maintenant, si quelqu'un a une question, c'est à vous. Sur l'eau, les décisions, l'environnement, ces villes que vous connaissez et que vous fréquentez. C'est coupé. À Lionel Scotto d'Apollonia. Non, parce qu'à l'époque du général de Gaulle, quand il n'y a personne ne posait des questions, il se posait des questions tout seul. Oui. Et il dit « J'entends quelqu'un au fond de la salle qui... » Mais c'était l'époque où on prenait des décisions sans consulter même pas le Parlement. Oui, vous voyez, c'était notre temps. On a bougé un peu. Mais je vois que quelqu'un au fond, là, pose une parole. C'est la présidente de la radio. J'avais une question, moi, liée justement à la nécessité de vulgariser, d'expliquer, d'amener le citoyen à comprendre. Est-ce que vous imaginez, par exemple, au niveau de la commune, de faire des actions pédagogiques, d'expliquer aux enfants sans les angoisser et de leur expliquer quel peut être leur rôle? Alors, nous avons recruté un chargé de mission qui s'appelle d'ailleurs chargé de mission Palavas-Horizon 2050, qui a fait ses études donc auprès du professeur Bouchette à l'université de Montpellier dans son laboratoire littoral, et justement pour passer du scientifique, j'allais dire, à l'économique et social et aux citoyens. Et parmi les citoyens, les premiers d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui sont des citoyens en devenir, les enfants. C'est un sujet difficile, mais nous y travaillons. Merci. Une autre question, dernière question. Je sais pas, vous allez à la Grande Motte quand même souvent, vous allez vous baigner, peut-être à Palavas, à 7. Il y a deux questions tout d'un coup qui ont surgi ici, juste devant.
Bonjour. Du coup, j'aurais une question par rapport à l'urbanisme. Quand vous disiez qu'il y aurait des solutions à trouver et au retrait du littoral et à toutes ces constructions qui ont été faites à un moment, comment faire maintenant? Toutes ces constructions ont été faites. Comment ce retrait est possible? Qu'est-ce qui est mis en place? Quelles sont les solutions qui sont envisagées par les urbanistes? Alors en fait, il faut distinguer le long terme et le court terme. À court terme, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que travailler avec le déjà là. C'est-à-dire de quel bâtiment dispose-t-on? Peut-on changer par exemple la destination d'un bâtiment actuel pour changer sa destination? Et par exemple pour favoriser le logement social, pour favoriser le logement de vacances ou que sais-je encore. Donc ça c'est le court terme. À long terme, il faut tenir compte de l'histoire et de la géographie de chacun des sites qui composent la côte du golfe du Lion. Si on se limite à cette côte, mais ce que je dis est vrai pour la côte bretonne ou la côte normande, il y a 3 grands types de côtes. Il y a les côtes à falaises, les côtes sableuses et puis les côtes rocheuses. Bon, il se trouve que la côte du littoral, là, notre littoral, c'est majoritairement sableux. Et il y a par endroit une altimétrie, c'est-à-dire des zones qui sont plus élevées que d'autres. Ça veut dire que ces zones, d'une certaine manière, elles sont protégées. Elles sont protégées juste par la géographie. Et donc, on peut imaginer que ces zones, elles puissent être à l'avenir densifiées. Parce que même s'il y a une submersion marine, elle n'arrivera pas à monter jusqu'au mont Saint-Loup ou au mont Saint-Clair. Et du côté de Cerbère, de Collioure, on est plutôt tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura probablement un glissement extrêmement progressif, je parle de dizaines d'années, de plusieurs dizaines d'années, pour que des activités qui sont aujourd'hui très exposées aux aléas, érosion d'une part et submersion marine d'autre part, puissent être relocalisées dans des zones qui soient à l'abri. Ça, c'est une partie de la solution. L'autre partie de la solution, c'est l'arc rétro-littoral. Ça veut dire qu'il y a une partie des activités qui vont effectivement migrer vers l'intérieur des terres de façon très progressive et là où il y a une capacité d'accueil suffisante en termes de ressources en eau, en termes de foncier, etc. Et puis, c'est quand même difficile, je vois mal le maire de Palavas-les-Flots proposer des vacances à la mer, mais où t'es pas la mer. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi rester. Mais ça veut dire que la nature même des constructions va changer. Les procédés constructifs vont changer. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps, mais on a le temps. Simplement, il faut anticiper ça. En fait, on a 2 grands chocs qui nous attendent. C'est les effets du réchauffement climatique à long terme, et à très court terme, c'est le vieillissement de la population, parce que les stations balnéaires, il se trouve qu'elles sont peuplées de nouveaux arrivants, et ces nouveaux arrivants sont en partie des personnes âgées. Et donc, on a 2 défis, et c'est des 2 défis qui ne sont pas incompatibles. On peut très bien imaginer de rénover des logements, d'imaginer de nouvelles fonctionnalités dans les stations balnéaires pour accueillir les personnes âgées, faire en sorte qu'elles soient mieux, et pourquoi pas les îlots de fraîcheur qui seront utiles pour bien plus tard. Une dernière question? Vous voulez... Oui. Monsieur. Oui, vous demandiez si on fréquentait un peu la Grande Motte ou les plages. Oui. Oui. Je suis un petit peu partagé là, pour revenir un peu à notamment la pollution. Je fréquente depuis peu donc les plages, notamment de Palavas, etc. J'ai été agréablement surpris de voir peut-être que maintenant on n'a plus les avions qui passent avec les banderoles publicitaires, qui est une pollution sonore importante. Et puis d'un autre côté, j'ai été désagréablement surpris de constater qu'on était enquiquinés tout l'été par les scooters des maires qui font énormément de bruit. Et la troisième, c'était de savoir un petit peu ce qu'il en était de la qualité de l'eau, parce que j'ai eu des journées où je me suis dit, mais il y a un problème là. On a des eaux peut-être qui viennent du Rhône et qui se rabattent sur le littoral. Voilà, c'était trois constats, on va dire. Il y a des couleurs et des odeurs qui changent parfois. Voilà, alors il y a les odeurs, il y a les sons. Éric Servat voulait dire un mot ou... Non. Thierry Roland de Palavas. La ville de Palavas-les-Flots dispose du label Pavillon Bleu depuis 2010 de façon continue.
Et toutes les analyses d'eau qui sont réalisées sous le contrôle de l'Agence régionale de santé sont totalement disponibles et sont publiées sur le site internet et sur la ville. Nous sommes très attentifs à la qualité de l'eau. Vous doutez bien que d'abord il s'agit de protection de population, il s'agit d'accueil touristique et il s'agit de préserver aussi son environnement direct. Quant aux avions qui passent dans le ciel, je travaille depuis quelques années à Palavas. Pour ma part, je n'en ai jamais vu. C'est un temps qui, à mon avis, remonte à bien longtemps. Je travaille dans cette ville depuis 15 ans et je suis désolé, mais je n'en ai pas vu depuis 15 ans. Et la question que vous posiez sur les préoccupations du bruit, ce matin même, nous avions une réunion avec les élus et nos collègues de la direction départementale des territoires et de la mer qui ont évoqué justement le souhait de mettre un terme à court et moyen terme aux activités qui consomment du carburant, qui font du bruit, etc. Sauf qu'il y a des contrats en cours. Il y a des éléments en cours et ça va prendre un peu de temps pour atteindre ces objectifs parce qu'il y a quand même une activité et il y a des opérateurs touristiques sur le littoral. Mais à terme, ce type d'activité sera, je le pense, ça n'engage que moi, seront proscrites. Mon voisin de gauche veut prendre la parole, Lionel Scotto d'Apollonia. Monsieur, merci pour votre question parce que ça m'a donné une idée et je lance un appel, je lance une bouteille à la mer. On ne sait jamais, regardez. On pourrait faire une course de pédalo en faisant du monitoring participatif pour prendre des échantillons avec une bouée aux 300 mètres à venir. Et comme ça, on ferait participer les citoyens dans la mesure directe pour voir effectivement l'effectivité de la qualité de l'eau. Oh là, voilà. Je lance la bouteille à la mer. Bravo, merci. Donc, notre littoral va-t-il changer de contour? J'espère, amis auditeurs de Nîmes, Perpignan et Montpellier, que vous y voyez un peu plus clair aujourd'hui. Merci à vous, chers amis chercheurs. Et merci au public d'être venu nombreux ce soir. À bientôt.